Bonjour, bienvenue dans Retour Gagnant, votre émission tennis qui débriefe l'actualité tous les mardis sur la chaîne YouTube d'Eurosport et sur Max. Et en ce mardi, on accueille une nouvelle recrue dans Retour Gagnant, Cyril Morin. Bienvenue. Salut Anne, merci beaucoup. On est très content de t'accueillir. Moi aussi, je suis ravi. J'avais perdu la voix à force de m'égosiller devant Carlitos et Alexander Bublik la semaine passée. Donc voilà, mais ravi d'être avec vous. C'est un peu notre Loïs Boisson à nous. Il fait ses grands débuts, tu vois, juste avant Wimbledon. C'est GT 361 mondial aussi il y a quelques semaines. Ouais. Aux côtés de l'infatigable Olivier Canton. Ouais. En blanc, qui je suis seul, je suis un peu déçu. T'es en prépa Wimbledon. C'est Wimbledon, c'est la tenue obligatoire normalement. Ouais, t'es déjà rentré dans ton tournoi. Nous, on garde notre t-shirt pour la semaine prochaine. On va en parler de Wimbledon qui arrive évidemment, mais aujourd'hui on fête quand même un anniversaire. C'est ni celui d'Olivier ni celui de Cyril. Ce n'est pas le mien non plus. C'est les 15 ans du plus long match de l'histoire et c'était à Wimbledon évidemment en 2010, il y a 15 ans, du 22 au 24 juin au terme de 11h05 de jeu. Nicolas Mahut, notre consultant, et John Isner se serraient la main. 70-68 dans le 5e set. On va faire une émission de 11h05 d'ailleurs. Voilà, pour les exactement. Donc c'est ce que je voulais vous annoncer. J'espère que vous êtes prêts. Parce que donc on va essayer de battre ce record même. Ok, pas de souci. Voilà. Donc rendez-vous jeudi soir pour la fin. J'ai essayé de calculer dans la tête, ça fera quoi 3 jours. C'est quand même évidemment un sacré morceau d'histoire qui s'est écrit. T'étais où toi, Olivier? T'étais devant ta télé? Ouais, j'étais devant ma télé. J'avais suivi ça comme tout le monde. J'étais fasciné par le spectacle de ce record qui sera jamais battu. Donc, non, ça c'est sûr. Avec des chiffres fous. Hein. Je renvoie d'ailleurs à l'article de Laurent Vergne sur Eurosport.fr, son grand récit qui est extraordinaire avec justement l'analyse 15 ans après de Nicolas. Donc c'est bien de le remettre en perspective. Moi, il y a un chiffre que je retiens dans ce match. C'est à partir de 5-4 dans le 5e set, il sert 64 fois pour rester dans le match. C'est invraisemblable. Il finira par perdre, mais quand même. Ouais. 64 fois au service pour rester dans le match, c'est complètement fou. De toute façon, toutes les stats de ce match, quand on les prend à part, ça n'a aucune logique. Ce qui est assez incroyable, c'est comment ces deux joueurs-là, qui finalement se connaissaient peu avant de se rencontrer, finalement ont vu leur destin lié ad vitam aeternam, quoi. Et quand on parle avec Nico, il nous dit souvent que ce match revient plus souvent dans les conversations plutôt que ses titres en grand chelem, en double, etc. Ça prouve à quel point c'était un vrai morceau d'histoire. Et que deux mecs qui se connaissaient pas à la base vont être liés à jamais par cette histoire-là. Ouais, ça c'est assez fou. Toi, c'est quoi la stat qui t'a marqué le plus Je sais plus. On a fait un quiz en plus sur le compte Instagram d'Eurosport. Je crois que c'est la durée du 5e set qui est de plus de 8 heures. 8h11 voilà, en 2 jours donc seulement parce qu'ils font les 4 premiers sets le premier jour, tout va bien jusque-là. Ils se séparent parce que la nuit tombe. Mais on n'est pas parti pour avoir un match à ce moment-là d'anthologie. 24 points de plus. Oui, ça aussi. Oui, parce que Nicolas Mahut a perdu. C'est pas une info. Et lui, ça a été longtemps évidemment quelque chose de très douloureux, alors que pour tous les gens qui l'ont vu, qui l'ont vécu, il n'y avait pas vraiment de vainqueur dans ce match. Le vainqueur, c'était l'histoire. Et c'est assez intéressant. Même si ça y est, ça cicatrise. C'est ça qu'il explique d'ailleurs. Il le raconte dans le papier que je vous invite vraiment à lire. Ça commence à cicatriser. Quand on prend la durée du 5e set à 8 heures, on s'est tous extasiés il n'y a pas si longtemps d'une finale qui a duré 5h30. Voilà, peut-être que remettre en perspective avec ce qui se passe actuellement, un set qui dure 8h30, c'est juste complètement délirant. Et je partage ton avis, c'est un peu triste de se dire que on n'aura plus jamais ça, finalement. Et d'ailleurs, à Roland-Garros, pendant la finale, c'était marrant de voir que les gens n'étaient pas habitués au super tie-break. Certains se sont levés quand Alcaraz menait 7-1 en pensant que le match était fini, alors que pas du tout. Donc voilà, ça prouve que dans l'inconscient collectif, peut-être que le 5e set mériterait d'être prolongé parfois quand il y a de tels combats. Et pour ceux qui ne l'ont pas vécu il y a 15 ans, il faut bien mesurer quand même le dernier jour, le 3e jour, quand il rentre sur le court, l'effervescence qu'il y a, l'ambiance qu'il y a, c'est complètement fou. Je me souviens, il y avait évidemment McEnroe qui était dans les tribunes. Je me souviens aussi que ce jour-là, il y avait la reine qui était venue à Wimbledon. Ça faisait 33 ans qu'elle n'était pas venue. Alors évidemment, ça avait été organisé de longue date et ça a presque été éclipsé par ce match-là. Tout le monde avait les yeux rivés sur ce cours qui était un petit cours, donc il n'y avait pas beaucoup de place. La Edman Hill, devenue Murray Mount, entre-temps, était complètement blindée de gens qui venaient regarder sur le grand écran ce match-là.
C'est très intéressant tout ce qu'il raconte avec le recul. Sur Eurosport.fr, le papier de Laurent Vagne, le grand récit sur ce morceau d'histoire à Wimbledon. Wimbledon qui va bientôt démarrer. Et avant Wimbledon, il y a un garçon qui est très en forme, c'est évidemment Carlos Alcaraz et Olivier Canton. Ouais, je fais le double des médias jeudi. Ouais. Donc attention. J'espère que tu t'entraînes. Avec notre chef Pierre-Emmanuel Chinardet. On aura les images mardi prochain dans Retour Gagnant. Carlos Alcaraz, vainqueur du Queens, son deuxième Queens. Après cette finale d'anthologie à Roland-Garros, les stats sont folles. On va voir la forme du moment de Carlos Alcaraz. C'est sa 18e victoire de suite donc, en finale du Queens. C'était sa 5e finale après Monte-Carlo, Barcelone, Rome et Roland-Garros, bien sûr. En finale, il a prouvé qu'il pouvait lui aussi être un serve-bot, 18 aces. Record pour lui dans des matchs au meilleur des 3 sets avec 18 aces. Il avait déjà battu son record en demi-finale avec 15 aces et donc 18 en finale. Et cette stat insensée sur gazon, alors on sait que la saison est courte, donc qui joue beaucoup moins, mais il n'a perdu que 3 fois. 91% de victoire. Moi, j'ai commenté une partie de son parcours au Queens avec Nico Mahut. Je me demande si on n'assiste pas en direct à la transformation de Carlos Alcaraz. C'est une espèce de mutation où il devient finalement un monstre implacable, ce qu'on lui a longtemps reproché, de ne pas être capable, comme Sinner, d'avoir de la constance, de la régularité. Là, on regarde les chiffres, 18 victoires consécutives. Ça fait 5 finales d'affilée. Il n'a perdu qu'un match depuis le début du mois d'avril. Et ce qui est assez fascinant dans son tournoi, notamment à partir des quarts de finale, il y avait eu un match très compliqué contre Munar qui a duré quasiment 3h30, où là, il y a eu ces fameuses sautes de concentration. Mais après, il a basculé. Et là, il a été irréprochable dans l'attitude. Il y a eu des coups géniaux, comme il sait le faire, mais c'était très cadré. Ça restait quand même dans un match où il était extrêmement concentré du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas eu de facétie. Et ça, je trouve que c'est assez nouveau chez lui. Je suis assez d'accord avec toi sur le palier qu'il est en train de passer. Et je pense que ça se voit aussi dans la planification qu'il peut avoir de ses saisons. Ça a été beaucoup débattu par le passé. On avait l'impression, et notamment sur des fins de saison, on se souvient des versions d'Alcaraz qu'on a pu voir à Bercy, où il était un petit peu... C'est un terme qu'on utilise un peu trop facilement, mais en burn-out, d'avoir trop joué, en saturation. Il commence à comprendre, et c'est logique parce qu'il a un peu plus d'expérience sur le circuit, quel tournoi est réellement important, lesquels il doit zapper. Il n'a pas joué à Madrid en se disant que peut-être forcer avec une blessure, c'était pas une bonne idée. Même dans son approche mentale, il en a parlé après sa victoire au Queens, le fait de se dire, après Roland-Garros, je vais couper, je vais faire des choses qui me plaisent, je vais pas être un joueur de tennis pendant 3-4 jours, mais je sais que ça va me permettre d'être un meilleur joueur de tennis après. C'est des choses qui s'apprennent avec le temps, et il est en train de passer ce palier-là, donc je suis d'accord avec toi. Il y aura toujours, parce que c'est Alcaraz, des variations dans des matchs, mais in fine, à la fin, je pense que... Il y aura peut-être plus ces défaites inattendues, surprenantes. L'Alcaraz qu'on a pu voir parfois un peu frustrant, qui s'entête dans des schémas de jeu qui ne marchent pas, on le voit quand même de moins en moins et c'est plutôt alléchant pour la suite, quoi. Ouais, alors, je rappelle les grands records, les nombres de victoires consécutives. Il y a Djokovic, 43, il y a Federer, 41, 41 victoires. Sinner, c'est 26. Évidemment, c'est Alcaraz cette année qui a mis fin à son record. Mais bon, là, il en est déjà à 18. Imagine s'il gagne Wimbledon, ça va commencer. Ça va chiffrer. Voilà, ça va chiffrer. On l'écoute justement, Carlos Alcaraz. T'en as parlé, Cyril, après sa victoire au Queens face à Jiří Lehečka, sur la clé peut-être de son succès, de sa régularité. I'm a player who needs days off, days to enjoy, days for myself, to spend with my friends, with my family, just to turn off my mind. I need that. I'm not gonna say that I win the tournament because of Ibiza, but after Miami, after the vacation that I had in Cancun with my family, I just got the joy back, and started to enjoy playing tennis again, to enjoy step on the court, competing again. And I think that was the key, to have my days with my family and realizing what is the most important thing for me, that I go there, and I'm gonna say that. Cancun, Olivier, pour bien préparer ce... Écoute, je sais pas, il paraît que c'est vachement sympa. Je sais pas s'il est parti pour à Cancun. Jeudi, pour le truc des médias. J'ai pas fait Cancun. On va choisir Ibiza quand même. C'est un peu plus proche. On va voir. C'est vrai que c'est quand même... parce que on en avait beaucoup parlé après le docu. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? C'est ce qu'on veut bien nous montrer. Et un peu le narratif autour d'eux. On en a beaucoup parlé avec notamment ce documentaire sur Netflix où, voilà, à un moment, il faut un fil narratif pour raconter en 5 épisodes ou en 3 épisodes l'ascension de ce garçon extraordinaire. Mais c'est quand même intéressant que,
il ait pris conscience qu'il avait besoin de ça. Voilà, peut-être que d'autres, après une défaite, il faut reprendre la raquette, il faut y aller, etc. En fait, le propre des champions, c'est de se connaître eux-mêmes. Alcaraz, ça fait 3-4 ans que finalement, il se connaît pas totalement. Il est encore en train de découvrir des choses et il va découvrir encore des choses de fait de son âge. Jeune. Donc là, il a compris que pour lui, et c'est peut-être propre qu'à lui, peut-être que Sinner réagit différemment, il a besoin de ça. Il a besoin de débrancher le cerveau pendant quelques jours. Alors après, il peut faire la teuf, il peut être avec des amis, avec sa famille, peu importe, mais juste débrancher le cerveau pour revenir encore plus en forme. Et ça, c'est une preuve de maturité qui est assez nouvelle. Sinner, après Roland Garros, lui est parti en famille. Hein. Voilà. Et il a dit là que ça allait lui faire du bien de couper aussi après sa défaite à Halle. Évidemment, on se demande qui peut battre Carlos Alcaraz, qui peut l'empêcher d'aller chercher un 3e Wimbledon, lui qui est le tenant du titre et qui avait quand même facilement éliminé Novak Djokovic l'an dernier. Il y a évidemment Yannick Sinner, un Djokovic qu'on ne peut pas enlever des favoris, surtout après son parcours et la qualité de son jeu à Roland-Garros. Olivier, toi, t'en vois d'autres, des outsiders Ah oui, tu penses à Draper, tu penses à Medvedev. On oublie, je regardais, Medvedev, il a fait 2 fois les demi-finales. Bon, Medvedev, j'y crois pas vraiment. Non, mais ça va mieux au final. Oui, ça commence à aller mieux. Tu penses à Sinner, évidemment, tu penses à Djokovic. Ouais. Un Draper, s'il est... Moi, je m'arrête à Sinner Djokovic. Ou un Bublik. Et oui, on va en parler. Ouais, Bublik, Alexander Bublik. Il vient de gagner à Halle, il a battu Sinner à Halle, il a sorti Draper, il les a étonnés à Roland-Garros. Sur ce format, au meilleur des 5-7, je ne suis pas certain. Voilà, c'est ça. Mais c'est la grande interrogation. Un jour sans, il y a eu le discours très marrant de Medvedev, justement, après sa défaite face à Bublik à Halle, où il lui dit j'espère que tu seras dans la partie. On va le montrer, Olivier. Pardon, je vais trouver... de tout spoiler, c'est catastrophique. Je vais trouver. Mon déroulé d'émission. Alors, on parle de Bublik ? On parle de quoi ? L'ennemi public numéro 1, ça c'est le titre qu'on a voulu donner à cette partie. Exactement, parce que j'en suis très fière. Il a gagné à Halle, donc pardon. Juste sur Alcaraz, peut-être on atteste quand même, et c'est ce qu'on voit depuis 1 an, qu'il y a 2 joueurs qui sont vraiment au-dessus de la mêlée. C'est vrai dans des formats en 2-7, mais encore plus en 3-7. Et on va en parler sur Bublik, qui pour moi c'est sa principale limite. Mais Alcaraz et Sinner ont une telle marche par rapport aux autres que ne pas les retrouver en finale, ce serait déjà une déception pour nous, après ce qu'on a vécu à Roland, mais une vraie surprise, quoi. C'est eux qui ont gagné les 6 derniers majeurs. Donc, exactement. De toute façon, Et c'est le 3e homme dont on attend beaucoup, mais le seul, à mon sens, à même de pouvoir venir les chatouiller, c'est Djokovic. Parce que c'est la meilleure surface pour lui pour aller chercher ce 25e. On a vu face à Zverev pendant Roland qu'il avait des variations tactiques et techniques qui posaient encore des problèmes aux top joueurs mondiaux. Donc je pense vraiment que ce serait une énorme surprise de ne pas avoir Alcaraz Sinner en finale. Sinner, il faut voir comment il rebondit après sa défaite à Halle. Il a quand même reconnu qu'il avait besoin de se régénérer, que finalement cette défaite en finale a peut-être été plus traumatisante qu'on avait pu l'imaginer. Il faut voir. Il faut aussi considérer que le gazon n'est plus exactement la même surface qu'avant. C'est-à-dire qu'on a un gazon qui tend à s'uniformiser. C'est aussi pour ça que Sinner, il brille aussi bien que Djokovic depuis des années. C'est une surface qui lui réussit. C'est plus lent. Le gazon se dégrade au fur et à mesure des jours. Donc voilà, quand on joue du fond de cours en cadence comme Sinner, on peut être aussi avantagé dans la 2e semaine face à des gros serveurs, etc. Et par rapport à la partie psychologique aussi, le fait que ce soit un grand chelem, cette première semaine qui va peut-être lui permettre aussi de se remettre dedans, de gagner des matchs plutôt facilement, de prendre le temps de se remettre. Oui, c'est vendredi matin le tirage au sort du tableau de Wimbledon. Si tu as un Mpetshi ou un Opelka... un Mpetshi en ce moment, c'est pas la folie. Mais oui, voilà, il y a des joueurs qui sont plus qu'ailleurs. Il y a parfois des surprises à Wimbledon. C'est là où les gros sortent parfois un peu plus tôt que sur les autres majeurs. C'est la surface qui favorise des gros bouleversements, quoi. Il avait créé la surprise déjà à Roland-Garros, Alexander Bublik, en éliminant quand même 2 minors, Draper, donc 2 top 10 sur la route de son premier quart de finale en Grand Chelem. Il ne s'est pas arrêté là, il confirme. Il va sur une surface qui, effectivement, est censée bien lui convenir, avec son gros service. Il bat le numéro 1 mondial Yannick Sinner à Halle, et il va remporter le titre ensuite face à Medvedev, qu'il n'avait jamais battu, ou presque... Il ne l'avait jamais battu, il y avait 6-0, c'est ça ?
Donc il bat Medvedev en finale, il a 28 ans, il est 30e mondial maintenant. Alexander Bublik, le Kazakhstanais, c'est son 5e titre. Il l'avait déjà remporté, cela dit, donc il avait prouvé qu'il pouvait être bon sur gazon. Lui aussi, il a un bon pourcentage de victoires, hein, vous le voyez, 38 pour 19 défaites, ça fait 67% en pourcentage. Lui qui a été 17e mondial l'an dernier, se rapproche en entrant dans les 30 meilleurs. Et donc, en étant tête de série, on est curieux évidemment de voir si ça peut être un peu l'épouvantail de ce tableau à Wimbledon. Il a toutes les armes, on l'a vu à Halle pour briller et pour peut-être découper des têtes. Oui, on parlait du nouveau Alcaraz, c'est peut-être un nouveau public, même si finalement, moi je pense qu'il n'a pas beaucoup changé. Je pense que ça a souvent été un discours de façade. Quand il prétendait qu'il ne travaillait pas beaucoup, que le tennis n'était pas l'essentiel de sa vie. Je pense que moi, dans sa vie, le tennis est beaucoup plus important qu'il ne le prétend. Il suffit de voir son émotion à Roland-Garros. Quand il gagne, son émotion à Halle, encore une fois, où il y a eu beaucoup de larmes, où il a dit à Roland-Garros, c'est le plus beau jour de ma vie. Pour moi, il y a un truc très clair, tu ne deviens pas un champion, tu ne deviens pas un top 20, un 17e mondial sans travailler. Alors, ok, c'est peut-être pas une bête d'entraînement. Il n'a jamais dit qu'il ne travaillait pas. Non, mais je pense qu'il travaille beaucoup plus qu'il ne le dit. Ok, ce sera peut-être jamais Rafael Nadal, mais je pense que c'est surtout pour se protéger. C'est un discours qu'on a souvent entendu. Comme ça, face à l'échec, tu te dis, bah, t'es plus libéré derrière. Tu te dis, ok, ça me fait une bonne excuse, mais ça n'existe pas. T'es pas 17e mondial sans travailler. Et je dirais plus loin, même sans abattre un travail colossal. Je pense que si tu discutes avec des joueurs dans le circuit, tu peux pas être dans le top 20 en sifflotant et en ayant des résultats qu'il a obtenus. Ça me rappelle, tu sais, quand tu étais à l'école, tu croisais ces élèves insupportables qui arrivaient aux examens en disant « Ah, j'ai rien bossé, j'ai rien fait », puis qui avaient les meilleures notes. Voilà, c'est exactement pareil. Le parallèle avec, et d'ailleurs on a vu son meilleur classement en carrière à Bublik, je crois que c'est le même que Benoît Paire. Mais oui, justement, j'y pensais. Et moi je me souviens pour moi c'est un mystère, Benoît Paire, comme beaucoup de monde, et en fait, quand on interroge ceux qui le connaissent et qui ont travaillé avec lui, évidemment que ça travaille, c'est impossible d'arriver déjà au plus haut niveau sans travailler, et d'arriver dans le top 20, gagner des titres, sans se mettre minable à l'entraînement, simplement, qu'est-ce qu'on choisit de mettre en avant. Benoît Paire, c'est plutôt l'apéro. Bublik, c'est plutôt je fais ça pour l'argent et je suis pas amoureux du tennis. Puis il a le jeu qui contribue à ça. Il a cette nonchalance, ce côté un peu fantasque. Mais je suis assez d'accord avec toi sur le cas Bublik. Il est en train d'être pris au piège un petit peu. Il y prend goût. Et je pense qu'il a été très surpris de ses propres émotions et de l'amour du public qu'il a pu ressentir, que ce soit à Roland-Garros ou même là à Halle. Voilà, il est en train de, petit à petit, peut-être qu'il prend conscience qu'il y a quelque chose à aller chercher, d'autre que simplement de l'argent, des titres, du champagne, mais qu'il y a vraiment un truc vrai dans le sport qu'il pratique. Donc oui, dans le tableau, un Bublik tête de série 30, bon courage. Parce que là, en ce moment, il est 30e, mais il joue top 10. Hein. Ah oui, sur gazon, même sur gazon, je pense. Son match face à Sinner, c'était assez phénoménal, la qualité de son service. Et puis le plus impressionnant, c'est pas tant la victoire face à Sinner, mais c'est ce qu'il accomplit après. Oui, il confirme. C'est ça, c'est de confirmer. Et justement, en finale, après, quand il a récupéré son trophée, Daniil Medvedev, le finaliste malheureux, a eu des mots très sympas et peut-être prémonitoires. On l'écoute. Big congrats to you, your team. I hope you are in a Carlos draw in Wimbledon. Like this, maybe we have a sensation in the third, fourth round. So continue playing like this, and again, please, Carlos or Yannick draw in the Wimbledon. On verra si Alexander Bublik est capable de faire un gros coup à Wimbledon. Moi, si vous n'étiez pas, vous dites oui, tous les deux. Moi je dis oui. Non, Ah bah non, t'as dit non toi. Non, je dis oui jusqu'en demi-finale, c'est un gros coup. Ah oui, d'accord. Oui, demi-finale, c'est déjà pas mal. Il l'a jamais fait en majeur, Alexander Bublik. Aussi, On verra s'il est dans leur partie de tableau déjà. Et si vous n'étiez pas sur Eurosport, c'est mal, mais on vous propose les plus beaux points du tournoi de Halle la semaine dernière.
40-30. Il y a eu le Queens, il y a eu LE, mais il y a aussi un sujet qui a beaucoup fait parler. C'est pas Wimbledon, c'est l'US Open, le majeur au mois d'août et de septembre, qui a annoncé une petite révolution dans sa programmation. C'est le changement de formule du double mixte, qui, contrairement aux années précédentes, eh bien, ne va pas se dérouler pendant le tournoi, mais lors des qualifications, avec 16 équipes et surtout avec des joueurs de simple, et pas n'importe quel joueur et joueuse de simple, les meilleurs, 9 des 10 meilleurs mondiaux chez les filles comme chez les garçons, 16 équipes donc. Seul Coco Gauff chez les femmes et Holger Rune, qui sont respectivement 2e et 9e, manquent à l'appel. On a les plus grands noms donc qui sont attendus pour jouer ce double mixte qui se jouera sur 2 jours, les 19 et 20 août, avec en plus un fonctionnement un peu différent. Olivier, ce ne sera pas des sets classiques sur ce double mixte, ce sera en 4 jeux. 2 sets gagnants de 4 jeux, no ad, c'est-à-dire pas d'avantage, un super tie-break, et ce sera sur 2 jours, pendant la semaine des qualifications. Donc c'est une véritable révolution. C'est une véritable révolution et à la clé évidemment, et c'est pas anodin, $1 million pour la paire qui l'emportera et c'est considéré comme la nouvelle épreuve du double mix à l'US Open. Ça a évidemment beaucoup fait parler. Ils ont réussi leur coup de com'. Après, évidemment, il y en a que ça va pénaliser, et notamment les spécialistes de double. Et on a la chance d'être avec Édouard Roger-Vasselin, qui est directement concerné par cette réforme, puisque, eh bien, il est l'un des tenants du titre, puisqu'il a remporté Roland-Garros en 2024 avec Laura Siegemund. Salut Édouard, merci d'être avec nous. Bonjour à tous, merci de m'accueillir. Je crois que tu es en tournoi en plus à Eastbourne, en pleine prépa de Wimbledon. Ouais, c'est ça, je suis à Eastbourne, la connexion n'est pas terrible comme vous pouvez le voir, mais oui, préparation pour Wimbledon qui va arriver très vite la semaine prochaine. Ça tient très bien pour l'instant la connexion. J'imagine que tu as eu une réaction lorsque tu as appris cette réforme. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu avais déjà été prévenu à l'avance ou est-ce que tu l'as appris dans les médias? Ouais, je l'ai su 3-4 jours avant que ce soit officiel, donc j'ai pas vraiment eu le temps de dire quoi que ce soit de toute façon. La première réaction, c'est évidemment déçu que je puisse pas, moi, participer à ce double mixte. Voilà, ça c'est la première des choses. Et puis ensuite, pour l'événement qu'il sera, ce sera évidemment magnifique, mais moi je regrette que ce soit le double mixte officiel qui soit pris en compte. J'aurais bien aimé que ce soit plutôt une exhibition ou un event à part entière qui sera évidemment très bien, mais je trouve ça dommage de ne pas laisser l'opportunité à tout le monde de pouvoir remporter le double mixte à l'US Open.
Oui, parce que là, ils reprennent quand même tous les codes de l'exhibition sur 2 jours avec des règles qui changent. C'est quand même un changement assez brutal sans qu'il y ait eu de concertation. C'est ce que tu regrettes aussi, qu'ils n'aient pas un peu essayé de sonder l'avis des joueurs directement impliqués et des joueuses aussi, effectivement. J'imagine que les joueurs de simple sont très contents. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Voilà, même si on nous avait demandé, je pense que la majorité des joueurs spécialistes de double le regrettent. Maintenant, on sait comment ça marche. Voilà, moi, je suis très content, bien sûr, qu'il y ait cet événement et que ça fait parler du coup du double mix, donc c'est pas plus mal. Mais ouais, que ça remplace pas le format et le tournoi officiel du double mix. Je crois que c'est ça la beauté du sport, c'est qu'on puisse voilà, essayer chacun de pouvoir avec notre classement respectif simple de pouvoir jouer ce tournoi. Donc là, c'est dommage qu'ils nous privent de cette opportunité. Moi, j'ai une question. Ouais. Est-ce que tu as eu l'occasion d'en parler avec d'autres joueurs et d'autres joueuses, peut-être même des joueurs du top 10, pour voir leur point de vue respectif? Est-ce qu'il y en a qui défendent leur participation, par exemple, à cette exhibition? Parce qu'on pourrait l'appeler comme ça. C'est difficile pour l'instant de voir ça comme un vrai tournoi. Ah oui, bien sûr. Ils ont eu l'appât du gain, évidemment. Vous en parlez tout à l'heure. $1 million pour jouer 2 jours double mixte. Bon, c'est plutôt sympa. Je pense que tout le monde aurait accepté. Voilà, maintenant, ouais, ils vont pas plus loin que ça. C'est sûr que l'événement, j'imagine qu'il va remplir les stades, donc ça va être super sympa à regarder. Voilà, mais de là à décerner un titre du Grand Chelem en double mix pour ça, voilà, c'est ce que je regrette. Ils ont pas, les joueurs auxquels j'en ai parlé n'ont pas forcément n'ont pas vraiment pris conscience de ça. Mais bon, voilà, c'est un peu la différence qu'il y a entre les joueurs de simple et les joueurs spécialistes de double. Mais justement, Edouard, comment tu aurais fait, toi, qui disputes cette épreuve-là, pour redonner un petit peu ces lettres de noblesse au double mix? Parce que on est diffuseur en plus Eurosport, c'est sûr que c'est pas la discipline qu'on voit le plus à la télé, c'est pas ce que les gens recherchent en priorité. Là, le fait d'avoir des noms permet de parler de cette discipline-là. Comment on aurait pu faire autrement que simplement détruire cette épreuve? Comment faire pour que les stars du jeu participent au double mixte classique? Non, c'est vrai, c'est évident que le double mix il va attirer s'il y a ces grands noms qui jouent, ça c'est évident. Une idée, pourquoi pas de garder ce format et cette date pendant la semaine des qualifications, comme ça les joueurs de simple peuvent le jouer, mais l'ouvrir aussi aux autres joueurs de double, et qu'il y ait peut-être un plus gros tableau et qu'il y ait et des joueurs de simple avec leur classement simple et des joueurs avec leur classement de double qui jouent. Et je pense que ça aurait été sympa aussi de voir une opposition entre 2 top 10 en simple contre 2 top 10 en double. Ou de mixer même les paires, peut-être, un spécialiste de double avec un joueur de simple, une joueuse de simple et vice-versa. Il y a quand même dans cette liste, puisqu'on retrouve Yannick Sinner, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, pour ne citer que chez les garçons, Iga Swiatek, parce qu'on prend les deux classements de simple additionnés. Hein. Ouais. Ouais, c'est ça. Hein. Il y aura 8 équipes qualifiées grâce à leur classement, et c'est le classement cumulé des deux en simple, et puis 8 équipes qui ne peuvent pas y prétendre par leur classement. Je pense peut-être à Kyrgios et Osaka, par exemple, qui sont associés, qui seront invités. On retrouve les quand choses même... sont bien faites. C'est étonnant. Hein. Oui, et puis ça a été annoncé avant même que le cut soit terminé pour s'inscrire. Donc c'est ça qui est aussi un peu bizarre dans la com. On retrouve quand même Sara Errani et Andrea Vavasori, qui eux sont des spécialistes de double aujourd'hui, qui ont remporté d'ailleurs Roland-Garros cette année, les deux Italiens. Eux, ils y sont. Enfin, ils sont sur la liste, mais ils seront pas dans les 8 premières équipes. Ils sont sur la liste. C'est pas encore officiellement. Ils sont pas encore invités. C'est sous réserve qu'ils soient invités derrière. Parce qu'ils ont tiqué, on attend impatiemment de savoir. Si t'as Kyrgios, Osaka et Errani, Vavasori, tu fais quoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Tu la donnes à qui ta white card? Pour l'instant, dans ces noms-là, ils sont que 16. Il n'y a pas de... Oui, mais le cut n'est pas terminé. Il y a une liste, tu peux t'inscrire encore jusqu'au fin juillet, jusqu'au 28 juillet. Ouais, mais c'est vrai que là, il y a déjà 16 équipes annoncées, donc on ne voit pas... Est-ce qu'il y aura d'autres noms qui viendront bouleverser déjà ces 16 noms? On n'a pas d'indication. Je ne sais pas. Ouais. C'est ça qui est un peu étonnant aussi dans la com.
Moi, j'ai une question, Edouard, peut-être sur la méthode et sur ce que ça dit de la suite, parce qu'on a beaucoup parlé de chaque grand chelem qui fait un peu à sa sauce, qui décide par eux-mêmes et qui consulte pas. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas un risque au plus long terme, même d'aller s'attaquer au double, qui connaît un petit peu aussi les mêmes problèmes que le double mixte, un peu moins poussé, mais le fait qu'il n'y ait aucune concertation avec les joueurs, j'imagine ça fait discuter quand même dans le vestiaire, parce que si demain ils décident de changer les règles du tennis, on ne pourra pas dire grand-chose d'autre que OK. Clairement, c'est clairement ce qui peut se passer. Donc, quand on voit là, comme tu le dis, sur le double mixte, ils en font à leur sauce, à l'américaine, un grand show très bien. Mais oui, on peut s'attendre à différentes choses dans l'avenir. Je sais que ce soit à Wimbledon ou à l'Australian Open, ils sont assez friands du double et du double mixte, donc je ne les vois pas passer là-dessus, mais pourquoi pas, c'est un peu le risque. Donc oui, on est un petit peu inquiet par rapport à ça. Peut-être que dans les prochaines années, le double, au lieu qu'il y ait 64 équipes en Grand Chelem, il n'y en aura peut-être plus que 32. Et s'il y en a 32, peut-être que les joueurs de simple vont se dire il y a moins de matchs à jouer, donc pourquoi pas s'inscrire. Et oui, donc il y aura peut-être moins de place pour les spécialistes de double. Donc il faudra être dans les meilleurs. Alors après, c'est vrai, je parle pour le double, surtout parce que le double mix, c'est vrai que ce qui est difficile pour le grand public, c'est qu'il n'y a pas de saison, ça n'existe que sur les grands chelems ou pour les jeux. Je crois à Indian Wells également, le double c'est encore autre chose, il y a une histoire, il y a une saison, il y a un Masters. Mais est-ce que tu as conscience quand même qu'il y a un problème de visibilité pour ce qui concerne le double, pour le grand public, que ça intéresse moins, que ça intéresse peu, qu'il y a quand même un problème là-dessus, qu'il faut travailler là-dessus? Ouais, bien sûr. On y travaille étroitement avec l'ATP. C'est pas toujours facile d'arriver à être d'accord. Voilà, nous on aimerait être un petit peu plus exposés pour justement nous faire connaître, nous en tant que joueurs, en tant que spécialistes du grand public. Mais pour l'instant ça marche pas trop. Que ce soit même sur les réseaux sociaux ou à la télé, c'est encore autre chose. Mais au moins essayer de promouvoir un peu plus. Pour l'instant, on n'en a pas trop. Donc, on a une image sur les vainqueurs du tournoi à la fin, mais dans la semaine, il n'y a pas trop de promotion du double. Donc, c'est un peu ça qu'on regarde pour essayer de faire montrer des super points qu'il y a chaque semaine. Il y a des très beaux points. Essayer de faire connaître aussi les joueurs. C'est sûr que si on n'a jamais vu, si on connaît personne, ça, c'est pas très intéressant d'aller les voir jouer ensuite, quoi. Moi, j'ai une question un peu crue. Désolé, Edouard, mais... Est-ce qu'on risque pas aussi de voir disparaître finalement tout un pan de l'écosystème du tennis, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui font une carrière respectable en simple, mais qui n'arrivent pas à percer dans le top 100 par exemple, mais qui en double ont des carrières ultra blindées. Comment vous vous positionnez par rapport à ça dans le vestiaire, et est-ce qu'il n'y a pas juste le risque que les joueurs de double finissent par disparaître de l'écosystème tennistique, quoi? Ouais, c'est un peu vrai. C'est un peu la tendance qu'on ressent d'ailleurs, qu'il vaut mieux rester dans les 20-30 premiers pour garder un peu notre place, parce qu'on a le sentiment qu'à l'avenir, ils vont essayer d'avoir des tableaux un peu plus réduits, peut-être d'avoir un peu plus d'invitations pour les joueurs de simple. Ouais. Donc, c'est ce qu'on ressent. Donc, est-ce que c'est bien ou mal pour diverses raisons, il y a du pour, il y a du contre. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que pour être visible et pour être attrayant, il faut être dans les meilleurs, que ce soit je parle surtout du double, pour pouvoir jouer les fins de tournoi des Masters 1000, des Grands Chelems, et d'avoir une exposition un petit peu plus grande pour être, entre guillemets, un peu plus resté. Surtout que là, on sent quand même un décalage entre les joueurs de simple et les joueuses de simple qui prennent ça un peu comme quelque chose qui va être fun. On s'est appelé, on s'est dit que ce serait sympa de le faire ensemble. On se prépare pour l'US Open, pour le tableau principal. Alors que les joueuses et les joueurs de simple, ils se préparent pendant des mois pour essayer d'aller chercher un titre du Grand Chelem. Il y a quand même encore un gros décalage qui se crée là. Ouais, effectivement, c'est pour ça que je regrette que ce soit vraiment le tournoi officiel de l'US Open. Donc, c'est un petit peu ça qui est dommage. Qu'ils fassent leur événement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est génial. On va voir des super équipes qui vont s'affronter avec un peu de fun, mais aussi, je pense que chacun sera content d'aller chercher le jackpot. Donc, non, ça va être très intéressant à regarder. Évidemment qu'il y a une grosse différence de préparation, une grosse différence de motivation pour ce genre
de tournoi du double mixte. Voilà, après, c'est normal, évidemment, que les joueurs, le plus grand public préfèrent, regardent, moi-même, je regarde plus des finales de simple que les autres matchs de double. C'est évident. Je joue aussi en simple, je sais la vie que j'avais par rapport au double. Donc, voilà, je sais comment ça se passe et c'est tout à fait normal. Maintenant, c'est bien quand même de garder quand même un peu les traditions, si on veut revenir sur le double mixte à l'US Open. Et après, plus largement, voilà, je pense que malgré tous les Crèmes et les Masters 1000, on voit quand même que les tribunes sont assez garnies, même pour le double sur les fins de tournoi. Donc là-dessus, je me fais quand même pas trop de soucis. Bon, on va essayer de rester sur cette note positive, même si ça vient du pays quand même des frères Bryan qui ont été des superstars aux États-Unis en double. Hein, donc, il y a une solution qui a été assez peu sous-estimée, je trouve, assez sous-estimée, pardon, les derniers mois. Quand on a beaucoup parlé des night sessions féminines à Roland-Garros qui posaient problème parce qu'il y avait un problème de temps, il y a eu un moment la possibilité de se dire on met un double avant. Ouais. Night session, c'est fun, voilà, ça correspond en plus assez bien à l'esprit de la night session. Je parle de Roland-Garros en l'occurrence. Ça pourrait être aussi une solution pour relancer un petit peu l'attrait autour de ces disciplines-là qui sont en plus. C'est vrai, quand on en regarde, on se prend fatalement au jeu, quoi. Et puis, on a une tradition en France sur cette paire-là. Donc, voilà, ça peut être une des pistes à travailler pour Amélie Mauresmo et les autres tournois du Grand Chelem. Après, voilà, faut-il tout sacrifier au nom de l'exposition et de l'argent? Après, c'est un autre débat, hein, mais c'est ça. Puis, à partir de quel classement tu dois pouvoir vivre du tennis aussi? Enfin, il y a beaucoup de choses, en fait, qui rentrent en compte. Ça... là, c'est que tu pénalises encore des joueurs qui gagnent moins bien. C'est ça. En fait, c'est-à-dire que tu prives de ressources les joueurs qui en ont le plus besoin. Ça, c'est le paradoxal. Tu te bats pour que les revenus augmentent. Donc, tu augmentes les prize money au premier tour des simples. Et tu renforces ceux qui sont déjà les plus forts. C'est ça. Tu as l'impression d'un retour en arrière, en fait, là-dessus. Mais il faut reconnaître, moi, je vais être quand même très honnête. Hein. Je parle du double mixte, hein, attention, pas du double. Le double mixte, c'est vrai que je ne regarde pas beaucoup. Là, je vais regarder. Oui, ça attire. Est-ce que ça va durer C'est normal. Moi aussi, je vais regarder. Non, mais bien sûr, mais c'est comme la Lever Cup. Voilà, tu regardes au début parce que tu as fait derrière Nadal qui joue en double. Ouais. Exactement pareil. Et là, tu regardes moi. On verra comment ça se passe. Merci en tout cas, Edouard, d'avoir été avec nous malgré les petits problèmes de connexion. Bonne chance pour la suite du tournoi à Eastbourne. Ah non, mais merci beaucoup. Pas de problème. Merci déjà d'avoir été là. C'était précieux d'avoir ton ressenti, évidemment, en tant que joueur de double et de double mixte aussi. Merci beaucoup. Ouais, merci de m'avoir justement laissé l'opportunité de dire ce que j'avais à dire par rapport à ça. Donc, maintenant, attendons ce que ça donne. Ça va être évidemment un super show, mais voyons la suite. D'ailleurs, vous pouvez suivre le tournoi d'Eastbourne où est engagé Édouard Roger Vasselin toute la semaine sur Max. Vous naviguez d'un cours à l'autre, c'est l'avantage de cette offre très complète sur Max. Et puis, loin des paillettes de ce double mix, il y aura quand même le tournoi des médias où Olivier Canton va tenter de soulever le trophée. Je suis diminué physiquement. Je suis pas mais non, mais la pression de représenter Eurosport te fera oublier la blessure. Tu vas dépasser au-delà de la douleur. Vous mettez la pression. Alors moi, en plus, j'ai un mental de chips. Voilà, de chips. C'est l'avantage d'être en double, c'est que tu peux être porté par ton coéquipier. J'espère. Bon, c'est mon chef, donc je ne vais pas dire du mal. Je suis sûr qu'il a un super mental. Je sais qu'il nous écoute. Je veux dire, non, il est formidable. Merci à tous les deux. Merci pour cette première qui en appelle de nombreux autres, on espère. Tu seras toujours le bienvenu dans Retour Gagnant. On débriefera les finales de Majorque et de Eastbourne, peut-être avec des surprises. Et puis évidemment, ce sera le début de Wimbledon que vous pourrez suivre sur eurosport.fr. On va s'habiller en blanc. Tout en blanc. Là, le dress code, il n'y aura plus le choix. Ouais. Pendant les 15 jours, on vient. J'espère que tu as le dressing. Tu me connais, je sais que j'ai un paquet de chemise blanche. C'est parfait, merci beaucoup à Victor Gilbert, à Seb Petit, à Nolwenn Bigouin pour leur aide sur cette émission. Et donc, on se retrouve mardi prochain pour un nouveau Retour Gagnant.